Sparte. Rien que le nom, ça évoque des images de guerriers invincibles. Une société d'une discipline quasi inhumaine. C'est vraiment l'archétype de la cité militaire. Un idéal qui a fasciné des générations et des générations. Mais et si toute cette image n'était en fait qu'une illusion? Allez, on va déconstruire cette légende ensemble. Et cette fascination, elle ne date pas d'hier. Des personnages comme Robespierre, par exemple, voyaient en Sparte un modèle absolu de vertu républicaine. Cette admiration a traversé les siècles et a complètement forgé l'idée qu'on s'en fait. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de se demander d'où vient cette image, cette vision si parfaite. Et là, on touche au cœur du problème. C'est le concept du mirage spartiate, une expression qu'on doit à l'historien François Ollier. L'idée est simple, mais elle est hyper puissante. On ne connaît Sparte qu'à travers le regard des autres. Et surtout, celui des Athéniens, comme Platon ou Xénophon, qui projetaient sur Sparte leur propre fantasme politique. Parce que les Spartiates, eux, n'ont laissé quasiment aucun écrit. Allez, on attaque tout de suite avec le mythe fondateur de Sparte, celui d'une cité d'égaux. Et c'est peut-être là qu'on trouve la plus grosse déformation, le plus gros mensonge du mirage. Sur le papier, la société spartiate était composée de citoyens, les fameux homoioi, qui étaient tous censés être sur un pied d'égalité, partageant le même mode de vie, les mêmes terres. C'est une belle image, hein? Une sorte de fraternité militaire toute simple. Sauf que cette image de fraternité, elle cache une réalité bien différente. Et voilà la douche froide. La réalité, elle est brutale. Pour un seul citoyen spartiate, il y avait environ 7 ilotes, une population immense, réduite en esclavage. Cette société n'était donc pas du tout une communauté d'égaux, mais bien une petite minorité armée qui vivait dans la peur constante d'une révolte de ceux qu'elle opprimait. En fait, il faut imaginer la société comme une pyramide super rigide. Tout en haut, l'élite, les citoyens, les homoioi. Au milieu, on trouvait les périèques, des hommes libres mais sans droit politique qui s'occupaient du commerce, de l'artisanat, des activités jugées indignes pour un guerrier spartiate. Et tout en bas, la masse des ilotes qui cultivaient la terre et permettaient aux citoyens de se consacrer à une seule chose, la guerre. Bref, l'égalité, c'était un luxe réservé à une toute petite partie de la population. Et forcément, ce système, basé sur une oppression extrême et des règles d'admission à la citoyenneté très strictes, eh bien, il portait en lui les germes de sa propre destruction. C'est ce que les historiens appellent l'oliganthropie, un mot un peu compliqué qui veut dire tout simplement le manque d'hommes. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est sans appel. En à peine un siècle, le corps des citoyens spartiates s'est littéralement effondré. On passe de 5000 à seulement 1000. Les guerres, la concentration des richesses et la difficulté à rester citoyen ont tout simplement saigné l'élite à blanc. Allez, on passe au deuxième gros morceau du mythe, l'éducation spartiate, la fameuse agogé. On l'imagine souvent comme une formation noble, forgeant des guerriers d'élite. La réalité, elle est beaucoup plus sombre. Le parcours d'un jeune spartiate, c'était une machine à broyer l'individu pour en faire un soldat totalement dévoué à l'État. Tout commençait à la naissance avec une sélection eugéniste. À 7 ans, paf, l'enfant était arraché à sa famille. L'adolescence, c'était une épreuve de survie permanente où on apprenait à voler pour manger. Et enfin, pour les meilleurs, il y avait la cryptie, une sorte de rite de passage absolument macabre. Une police secrète de jeunes qui devait maintenir la terreur chez les ilotes. Et parmi toutes les épreuves de l'agogé, il y en a une qui est particulièrement célèbre et extrême. Elle se passait au sanctuaire d'Artémis Orthia et elle illustre parfaitement cette culture de la violence institutionnalisée. Ce qui est fou, c'est que même les auteurs de l'époque ne sont pas d'accord entre eux. D'un côté, Xénophone nous parle d'une sorte de jeu, un jeu violent certes, mais en jeu. Et de l'autre, Plutarque, quelques siècles plus tard, décrit un truc d'une cruauté inouïe, une flagellation rituelle où mourir sous les coups sans crier était le but ultime. Mais dans les deux cas, qu'est-ce qu'on retient? La violence, elle est au centre de tout. Alors que ce soit un jeu ou une épreuve mortelle, une chose est sûre, la flagellation était bien au cœur du système. Cette image nous aide à nous représenter un peu la brutalité de la chose. Pour les jeunes Spartiates, ce genre de châtiment, ce n'était pas l'exception. C'était la norme de leur formation. On arrive maintenant au cœur du réacteur du mirage spartiate, leur prétendue invincibilité militaire. Leur réputation est légendaire, d'accord, mais concrètement, qu'est-ce que l'histoire nous dit de leurs vrais accomplissements? Bon, il faut être honnête, l'agogé, ça marchait. L'armée spartiate était la plus crainte de son époque. Et en 404 avant notre ère, après des décennies de guerre, Sparte l'emporte enfin sur sa grande rivale Athènes. Elle est au sommet du monde grec. La question c'est, pour combien de temps? 33. C'est tout. C'est le nombre d'années que va durer la domination de Sparte sur le monde grec. 33 petites années. C'est incroyablement court quand on y pense. En fait, on s'est rendu compte très vite que tout ça était super fragile. Presque tout de suite après leur victoire, les propres alliés de Sparte se retournent contre elle, fatigués par son arrogance. L'hégémonie se fissure puis s'effondre en à peine 3 décennies, avec une défaite militaire qui va sonner comme un coup de tonnerre dans tout le monde grec.
La bataille de Leuctresse en 371, c'est un véritable séisme. 400 citoyens tués. Ça peut sembler peu, mais souvenez-vous de l'oliganthropie. C'était 1/5 de toute leur élite de combat, anéantie en une seule après-midi. Le système spartiate, qui était pensé pour la guerre, ne pouvait tout simplement pas supporter de telles pertes. C'est la fin du mythe de l'invincibilité. Alors, récapitulons. On a une société ultra inégalitaire, basée sur une violence extrême et dont la domination a été super courte. La question c'est, pourquoi est-ce que cette image de grandeur a survécu jusqu'à nous ? En fait, plusieurs choses ont entretenu cette légende. D'abord les philosophes, qui voyaient en Sparte un contre-modèle parfait à la démocratie d'Athènes, qu'ils critiquaient beaucoup. Ensuite, cette image d'un État total, discipliné, austère, a été piochée, réutilisée bien plus tard par des régimes autoritaires, de la Prusse militariste jusqu'à l'Allemagne nazie. Ce qui a, d'un côté, terni son image, mais de l'autre, paradoxalement, a renforcé le mythe. Au final, ce mirage spartiate, il nous en dit peut-être plus sur nous-mêmes que sur les vrais Spartiates. Il révèle cette fascination qu'on peut avoir pour la discipline, le sacrifice pour un idéal commun, la simplicité, même quand ces idéaux cachent une réalité bien plus complexe et bien plus sombre. Et la question reste ouverte. Pourquoi ce mythe, si puissant, continue-t-il de nous parler aujourd'hui ?